Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau podcast autour de l'actualité de la CAN 2021 au Cameroun. J'ai avec moi Michel Ateba et deux autres membres de notre équipe qui vont sans doute nous rejoindre, qui sont Daniel Kelak et John Atisso, s'ils arrivent à se connecter. Donc, nous avons deux sujets importants aujourd'hui qu'on aimerait partager avec vous. Le premier, et non du moindre, qui fait vraiment la part belle aujourd'hui dans l'actualité, est autour du Covid. Donc, on se pose la question à savoir si le Covid ne serait pas le 12e homme qui va s'inviter à la CAN 2021 au Cameroun. Et notamment, comment faire en sorte que le Cameroun ne devienne pas un cluster géant en janvier. Ça, c'est le premier sujet qu'on va discuter. Le deuxième est autour des clubs européens qui menacent de ne pas envoyer leurs joueurs africains à la CAN sous prétexte de la situation sanitaire inquiétante. Voilà, donc voilà deux sujets qu'on va aborder. Michel, commençons avec le premier sujet. Je te laisse rapidement te présenter et on commence avec le premier sujet. Bonjour Roger, Michel Ateba, Sport Cameroun. Alors Michel, penses-tu vraiment que le Covid-19 soit le 12e homme qui, comme on a tendance à le dire dans les stades, hein, le 12e homme souvent c'est le spectateur, mais aujourd'hui on a l'impression qu'on a un 12e homme invisible qui est très très dangereux, très menaçant, qui pourrait être le Covid-19. Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute Roger, je pense que la question ne se pose plus. Le Covid-19, depuis 2 à 3 ans, fait partie désormais du quotidien de tout être humain. Donc, pour ce qui est des événements sportifs, les événements sportifs, je le disais encore, ou alors je le répète, ne sont pas en reste. Voilà, la CAN se joue dans quelques jours. Le Covid-19 est bel et bien le 12e homme de cette compétition, tout comme il a été avec d'autres compétitions qui se sont déroulées, n'est-ce pas, du côté de l'Europe. Donc, moi, je pense que cette question ne se pose plus. Oui, le Covid-19 est bel et bien le 12e homme. Pour ne même pas, pourquoi pas dire le 13e homme, puisque voilà, les spectateurs font les téléspectateurs et même les spectateurs feront peut-être partie du 12e homme. Peut-être on peut dire que le Covid-19 serait, n'est-ce pas, le 3e homme, ou alors le 3e joueur dans cette compétition. Oui, c'est bel et bien vrai, le coronavirus fait bel et bien partie du décor de la compétition. Merci Michel pour cette réflexion. Bon, je rajouterai une touche d'humour un peu, on va dire l'humour noir. Pourquoi je dis que le Covid est un 12e homme? Parce il est porté par les spectateurs. Voilà. Il est invité par les spectateurs qui sont les 12e hommes. Donc, c'est comme un ami invisible qui est assis à côté de nous et qui peut contaminer et qui peut étendre la contamination de manière très massive. Comme on le voit aujourd'hui, c'est un virus qui est très qui infecte beaucoup de gens très rapidement. Donc, on se pose donc la question, est-ce que le Cameroun ne va pas devenir un cluster géant si on ne met pas en œuvre les mesures sanitaires appropriées? Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, Roger, je pense que les autorités sanitaires camerounaises et même le gouvernement tout entier a pris les mesures appropriées pour que cela ne soit pas le cas. Même si les foyers de coronavirus ne seraient pas, n'est-ce pas, l'invention du Cameroun. Maintenant, pour ce qui est des mesures, le ministère de la Santé publique a aligné toute une batterie, n'est-ce pas, de mesures sanitaires qu'il a proposées à la Confédération africaine de football, qui a validé, n'est-ce pas, le projet, notamment la vaccination et bien sûr les tests au Covid-19. Donc, pour éviter, n'est-ce pas, que le Cameroun soit un foyer, justement, ou alors un cluster de cette épidémie, eh bien, le pays tout entier s'est mobilisé comme un seul homme pour pouvoir, n'est-ce pas, barrer la voie, entre guillemets, à ce virus, même si ça ne sera pas facile, mais je puisse vous assurer et vous confirmer qu'ici au Cameroun, toutes les mesures sont en train d'être prises, ont d'ailleurs déjà été prises pour que, justement, cette compétition ne puisse pas, n'est-ce pas, servir de foyer géant à cette maladie qui ravage, n'est-ce pas, qui ravage aujourd'hui à travers le monde entier. Merci Michel. Alors, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait que l'ensemble des Camerounais, du gouvernement aux autorités sanitaires se sont mobilisés. J'ai entendu dire que l'objectif était de vacciner 1 million de personnes d'ici le début de la compétition ou pendant la compétition et que les autorités sanitaires auraient mobilisé plus de 2000 personnels soignants pour administrer
soit faire les tests, soit vacciner les gens. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible au Cameroun de mobiliser 2000 soignants et de vacciner 1 million de personnes? Ou de tester 1 million de Je personnes? dirais, je dirais oui, puisque, comme je le rappelais tout à l'heure, tout est mis en place, tout est mis en œuvre pour que cela, n'est-ce pas, puisse être le cas. Rappelle-toi autant pour moi, Roger, pour ce qui est on va dire quoi, des éliminatoires de la CAN et même de la Coupe du Monde, le Cameroun avait déjà commencé, n'est-ce pas, à expérimenter ces différentes mesures-là, à mobiliser, n'est-ce pas, le personnel soignant pour pouvoir tester et même à la limite vacciner, n'est-ce pas, certains Camerounais qui souhaitaient le faire. Donc, je pense que c'est une probabilité, c'est une hypothèse possible au Cameroun, puisque, je le disais encore tout à l'heure, le gouvernement a mis tout en place, le ministère de la Santé a fait toute une sortie médiatique là-dessus pour rassurer et pour confirmer, n'est-ce pas, au monde entier, aux Camerounais en particulier, que tout est mis en place et tout sera fait pour que tous ceux qui iront au stade puissent être vaccinés et testés. Et je pense que le processus, pour ne pas dire la machine, sera en branle d'ici quelques jours, puisqu'il ne reste plus que quelques jours pour que la compétition, n'est-ce pas, ne débute. Rappelez-vous bien, ou alors rappelles-tu bien que c'est 72 heures avant pour certains tests et 48 heures pour d'autres. Donc, je pense qu'actuellement où je vous parle, les informations que nous avons font état de ce que justement, le personnel est en train d'être dispatché, pour ne pas dire dissimulé, à travers les sites qui ont été réquisitionnés pour cette compétition. Yaoundé, Douala, Garoua, Bafoussam, Limbe et Boya sont déjà quadrillés ou alors sont en train d'être quadrillés par le personnel soignant, par le personnel médical pour que cela puisse être possible. Alors, déjà, quelque chose qui est vraiment à souligner et qui montre la volonté des autorités d'accompagner le succès de cette manifestation, de cette compétition, c'est que, d'une part, le test est gratuit, ce qui est une très très bonne chose, et une deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas aller au stade sans avoir, au préalable, 72 heures avant ou 48 heures avant, selon les cas, comme tu l'as cité, avoir un test négatif. Donc, c'est vrai que ça veut dire que si tu as envie d'aller au stade, tu dois te faire tester. Au pire, au mieux, tu dois te faire vacciner. Donc, et pour te faire tester, c'est gratuit. Donc, tu n'as aucune raison de dire que tu n'as pas pu participer à la Le gouvernement camerounais, le ministère de la Santé, a donné toutes les garanties à la Confédération africaine de football que cela sera possible. Et ce sont ces garanties qui ont fait en sorte, justement, parce que je vais peut-être prendre une minute, honnêtement, rappelez-vous bien qu'avant cette compétition. Oui, donc cette compétition, en effet, est essentielle pour le Cameroun. Et je pense que, comme tu l'as dit, Michel, les garanties que le Cameroun a données aujourd'hui à la CAF et à la FIFA sont de nature à rassurer ces autorités-là. Et pour moi, je pense que c'est aussi un très très grand challenge pour le Cameroun, pour tous les Camerounais et Camerounaises, du gouvernement, encore une fois, aux autorités sanitaires, de montrer qu'un pays africain est capable d'organiser une manifestation de cette ampleur-là dans un cadre sanitaire très compliqué, très tendu à cause d'une pandémie. Donc, si le Cameroun arrive à démontrer que un pays africain est capable de mener à bien une telle compétition dans ce contexte sanitaire compliqué, c'est un message fort que l'Afrique va renvoyer au monde entier, à la capacité de l'Afrique à pouvoir gérer de manière intramuros une pandémie de cette ampleur, dans le cadre d'une compétition continentale. Donc je pense que ça, c'est un vrai challenge pour le Cameroun, et j'espère que le Cameroun pourra le relever, nous l'espérons tous, et pour le bien de la compétition. Et pour aborder le second sujet qui est un corollaire au premier, autour du Covid, D'accord. à savoir qu'aujourd'hui, les pays européens, les clubs européens, rechignent un peu à envoyer leurs joueurs africains à la CAN, sous prétexte du Covid, sous prétexte de la situation sanitaire inquiétante dans le monde. Que penses-tu de cette réticence? Est-ce que tu penses que ces clubs européens ont raison de se positionner de la sorte, de refuser quelque part d'envoyer leurs joueurs au Cameroun pour qu'ils participent à la compétition avec leur pays? Que penses-tu de cette position? Ben écoute, Roger, je pense que la question, elle est un peu délicate. Hein? Elle est délicate
peut-être parce que le contexte actuel s'y prête, le contexte justement de coronavirus, mais sinon que le sujet en lui-même est un vieux sujet. C'est aussi vrai peut-être que cette fois-ci, comme ces clubs se sont constitués, n'est-ce pas, en association, ça a un peu plus d'effet. Mais j'ai deux lectures à cette problématique, pour ne pas dire à ce sujet. La première lecture, c'est que les clubs européens, ils posent des raisons, on va dire, valables, des raisons, on va dire, convaincantes. Parce que lorsqu'un club vous dit le coronavirus, tout de suite, ça fait frémir. Il vous dit, je ne laisse pas partir mon joueur parce qu'il sera contaminé. Lorsqu'il va revenir, il sera en quarantaine, ça va me faire des manques à gagner, ça va me faire ceci. Bref, les arguments avancés pour ce qui est, n'est-ce pas, on va dire quoi, du fait que ces clubs-là rechignent à envoyer leurs joueurs en Afrique sont pour moi fondés. Et puis, il y a également l'autre raison qui a été évoquée par la plupart des clubs, c'est le calendrier. Le mois de janvier en Europe, je ne t'apprends rien autant pour moi. Tu es proche un peu, n'est-ce pas, de l'Europe. Tu sais très bien qu'en janvier, janvier est un mois difficile pour certains clubs, beaucoup plus, notamment en Angleterre. Et justement, on comprend pourquoi est-ce que le plus gros son de cloche vient de l'Angleterre. Donc, ces clubs-là sont un peu inquiets, n'est-ce pas, de leurs joueurs africains, pour la plupart qui sont des joueurs clés, n'est-ce pas, au sein de leur formation. Je prends un exemple, Liverpool par exemple, qui sera obligé d'envoyer Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keïta, c'est trois joueurs clés de Liverpool. Et vous savez très bien que janvier, Liverpool, après le Boxing Day, Liverpool, n'est-ce pas, veut continuer, n'est-ce pas, la bonne spirale pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer, n'est-ce pas, à caracoler à la tête du championnat. Il y a également ces clubs-là, en France notamment. Il y a des clubs, par exemple, qui vont laisser partir 8 joueurs titulaires dans un club. Je pense que c'est énorme. Donc, pour moi, d'un côté, je peux un peu comprendre l'inquiétude, n'est-ce pas, de ce club. Michel, je te rejoins sur ces aspects-là, mais je vais relever 2 points. Le premier, c'est que quand ces clubs disent qu'ils ont des intérêts en jeu, qu'ils ne veulent pas envoyer leurs joueurs pour qu'ils ne soient pas contaminés et qu'en retour, ils ne soient pas en quarantaine, mais quid de l'euro qui a eu lieu en 2020, en 2021 même, pardon, où on était encore en pleine pandémie, d'accord? Donc, ces joueurs-là qui ont été libérés pour aller jouer, alors on va dire que c'était le championnat, l'Euro, le championnat, l'ensemble des championnats était fini, mais malgré tout, les clubs n'ont pas rechigné pour libérer leurs joueurs pour aller jouer à l'Euro. Ils n'ont pas refusé. L'autre sujet, on parle du mois de janvier, mais je suis désolé, mais la CAN a toujours, depuis 2 ou 3 éditions, la CAN a lieu en janvier. Et l'édition précédente, avant le Covid, les clubs n'ont pas soulevé l'argument du calendrier par rapport au mois de janvier. Donc pour moi, le mois de janvier en tant que calendrier n'est pas un argument sur lequel les clubs européens doivent se poser. Puisque... Oui, Roger, s'il te plaît, à ce niveau, juste peut-être vous relancer, juste pour préciser que la dernière édition de la CAN s'est jouée au mois de juin, juin. Donc voilà, et les clubs n'avaient pas raison, n'est-ce pas, on va dire quoi, de réchigner, puisque c'était pratiquement en fin de saison pour la plupart des clubs en Europe. La dernière CAN en Égypte, elle s'est jouée bel et bien au mois de juillet. Donc il n'y avait aucune raison pour ces clubs, n'est-ce pas, de s'opposer. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, quand je parlais du problème du calendrier, c'est vrai que c'est un vieux sujet, ça, tu fais bien de le mentionner, mais les clubs ont toujours n'ont toujours pas voulu, on va dire quoi, laisser partir les joueurs à cette période-là, parce qu'ils estiment que c'est un mois un peu difficile pour eux en Europe, et que voilà, c'est eux qui payent ces joueurs, même si le joueur appartient à sa sélection lorsqu'il est convoqué. D'ailleurs, les textes de la CAF, de la FIFA, autant pour moi, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, sont clairs là-dessus, mais comprenez que nous sommes dans un monde, n'est-ce pas, du business. Nous sommes dans un monde où on parle de foot business. Le club qui paye un Sadio Mané par semaine, par exemple, voudrait bien avoir Sadio Mané dans ses rangs. Il n'a que cure de le voir, de voir, n'est-ce pas, certaines personnes se plaindre que Sadio Mané va partir sur la CAN. Ce n'est pas son problème. Peut-être à ce niveau-là, on interpellerait peut-être, n'est-ce pas, les fédérations pour qu'elles puissent autant pour moi jouer à fond leur rôle de contrepoids, de proposition à ces différents clubs, que lorsque un joueur est sélectionné, c'est un impératif catégorique de venir jouer en sélection. Donc, j'ai juste voulu ajouter cela pour, n'est-ce pas, mettre de l'eau à votre moulin. Merci Michel et merci pour la correction parce que c'est vrai que la CAN précédente a eu lieu en plein été. Je rebondis sur les fédérations. Aujourd'hui, les fédérations ont perdu le pouvoir
contre les clubs. On le voit très bien depuis plusieurs années. Les clubs aujourd'hui sont devenus des puissantes machines. Comme tu dis, c'est du business. Et ces clubs pèsent un poids très important et quelque part commencent à dicter un peu, pour en tout cas des petites fédérations. Parce que les grandes fédérations comme les fédérations françaises ou espagnoles ou anglaises ont encore leur poids contre les clubs. Mais ce poids-là est en train de se rebalancer. On voit que le pouvoir financier des clubs aujourd'hui est tellement important que ces clubs-là, qui se regroupent en association, commencent à mener des campagnes de lobbying et mettre la pression aux fédérations pour que les fédérations allient leur calendrier par rapport aux intérêts des clubs. On le voit bien, on l'a vu récemment avec la Super League que les clubs ont voulu proposer. Tout à fait. Et pourquoi? Parce que c'était un objectif financier. Maintenant, pour revenir à notre problématique par rapport à l'Afrique, il est clair que je comprends que les clubs aient des intérêts et qu'un Sadio Mané ou un Mohamed Salah qui ne sont pas là pour Liverpool, c'est clairement des matchs qui vont être à risque en termes de potentiel capacité à les gagner, puisqu'on sait que Mohamed Salah pèse énormément dans les victoires de Liverpool. Mais c'est dans cette logique que je veux rentrer, c'est que est-ce que ces clubs européens, parce que c'est la CAN, et que la CAN est pas aussi valorisée que d'autres compétitions continentales, que ces clubs-là se permettent quelque part de rechigner à respecter les règles définies par la FIFA. Donc, Oui, on pourrait, pour répondre à ta question, si tu le permets, on pourrait croire que c'est le cas. On pourrait croire que, n'est-ce pas, la CAN la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition résiduelle, pour ne pas dire rangée, n'est-ce pas, au second, voire au troisième plan par rapport à l'Euro, par rapport à la Coupe du Monde. Mais que non. Mais qu'est-ce que tu veux, Roger? Ces clubs-là, ils ne font que ce qu'ils veulent faire. Il faut bien qu'en face, n'est-ce pas, qu'ils aient des fédérations, et là tout à l'heure tu le rappelais, qu'ils aient des fédérations qui ont, n'est-ce pas, la capacité, la force de dire non. Lorsqu'un joueur, des fédérations et même bon, je voulais dire des confédérations et même des fédérations. Parce que, vois-tu, jusqu'à présent, face à cette situation, la FIFA n'a pas communiqué là-dessus. La FIFA n'a pas communiqué, la FIFA n'a pas fait, par exemple, une sortie officielle pour dire que non, attention, vous, club européen, vous n'avez pas raison, parce que d'un côté, il y a des textes qui prévoient que lorsqu'un joueur est sélectionné, qu'il puisse être libéré 14 jours pour ce qui est d'une compétition internationale, qu'il puisse être libéré 14 jours avant cette compétition. C'est de ça qu'il est question. La FIFA est dans un mutisme, on va dire, pathologique, permettez l'expression. On a l'impression même qu'elle est complice, n'est-ce pas, de la situation. Et d'ailleurs, en Afrique, beaucoup penseraient que M. Gianni Infantino, qui fait partie des gens qui se sont opposés à une organisation de la CAN au Cameroun, fait partie, n'est-ce pas, de ceux-là qui, on va dire quoi, pilonnent ou alors qui donnent des idées à certains clubs européens pour qu'ils ne puissent pas libérer les joueurs pour pouvoir saboter la compétition. Je suis d'accord avec toi. La CAN, c'est à nous, les Africains, c'est à nous, les confédérations, c'est à la Fédération internationale de football de dire non, ça ne doit pas se passer comme ça parce qu'il y a des tests qui prévoient que ceci, cela. Si ce n'est pas le cas, écoutez, les clubs vont se lever et ils vont dire qu'ils ne vont pas envoyer des joueurs. S'il n'y a personne pour dire non, écoute, je pense que ça va toujours être comme ça. Il faudrait bien que quelqu'un frappe du poing sur la table pour dire non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Parce qu'il y a des textes, il faudrait que les uns et les autres puissent respecter les textes. Moi, je pense que c'est à ce niveau que cela devrait se jouer. Alors, ça, c'est un point. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que Gianni Infantino tire les ficelles, parce que ça serait un peu tiré sans des arguments, mais on a un ressentiment aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, que la CAN, le championnat phare du continent africain, est dévalorisé par les Européens, par les clubs européens, et peut-être par la FIFA elle-même, qui ne comprend pas l'importance de cette compétition pour le football africain. Et je pense que un des points importants, c'est que les joueurs africains qui jouent dans les grands championnats, nos stars africains qui jouent dans les grands championnats, mettent la pression au club en leur faisant comprendre qu'il est important pour eux de participer à cette compétition continentale en tant qu'Africains. Et quand ces joueurs-là, qui sont importants, qui représentent un enjeu important économique et footballistique pour ces clubs-là, mettent la pression à leur club, je pense que les choses vont changer. Aujourd'hui, on est encore dans une logique où le footballeur africain, pourtant, le football africain
est aujourd'hui un vecteur important dans les championnats européens. D'accord? On regarde aujourd'hui dans tous les grands championnats, qui soient nationalisés ou d'origine, mais en tout cas africains, de Benzema, qui est quand même algérien d'origine, de Mohamed Salah, de Mané, et j'en passe, ces joueurs-là aujourd'hui doivent aussi commencer à faire comprendre aux clubs européens que l'identité africaine, donc que la CAN, qui est le sport phare, pardon, la compétition phare de notre continent, est une compétition du même rapport en termes de visibilité, en termes d'ampleur, en termes de nationalisme que l'euro en Europe ou l'équivalent de l'euro en Amérique latine ou la Coupe asiatique en Asie. C'est quand on aura ces joueurs africains-là qui vont montrer à leur club l'importance de cette compétition au niveau continental que peut-être les clubs vont commencer à prendre conscience que ce n'est pas une alternative, mais c'est une obligation. Mais Roger, oui, Michel, vas-y. est-ce que tu ne vois pas que c'est justement là le problème? Les joueurs sont victimes, le joueur est victime. Quel est le joueur? Écoutez, je prends un exemple. Est-ce que tu sais en 2010, si mes souvenirs sont bons, quelqu'un comme, je prends juste un exemple comme ça, Samuel Eto'o a eu des problèmes, tous les problèmes du monde. À l'époque, il était à l'Inter de Milan, avec José Mourinho pour qu'il puisse venir jouer la Coupe d'Afrique des Nations 2010. Tu sais très bien que après, n'est-ce pas, le retour de Samuel à la CAN, Samuel a été placé, n'est-ce pas, sur le banc de touche pendant un mois. Il a eu des altercations, pour ne pas dire des problèmes graves, avec le staff technique de l'Inter du Milan, qu'il a placé remplaçant pendant un mois. Il a fallu que le gars cravache dur pour revenir à son meilleur niveau. Heureusement que quelques mois, je crois, après, il a remporté la Ligue des Champions. Donc, le joueur n'a pas les coups de franche. Le joueur n'a pas la force de dire non à un club qui le paye. C'est de ça qu'il est question. Et justement, les clubs savent que ces joueurs-là, puisque le joueur qui fait la tête, on dit écoutez, lorsque vous revenez, moi je vous mets par exemple sur la feuille ou alors sur la liste de transfert, et le joueur qui veut continuer à jouer à Liverpool, à gagner son argent dignement, qu'est-ce qu'il fait? Il est sous la pression. Donc, il est tenté justement à ne pas venir jouer la compétition. Donc, je voulais juste apporter cet élément pour dire que, quelque part, les joueurs sont beaucoup plus, n'est-ce pas, des victimes, tout simplement parce que, et là je reviens là-dessus, nos fédérations ne les soutiennent pas assez, nos fédérations ne les protègent pas assez. C'est de ça qu'il est question. En Europe, en Amérique, ailleurs, oui. Michel, je suis d'accord sur cet aspect-là, mais j'insiste encore. Je parle encore une fois des clubs, des joueurs phares. Je parle des joueurs pour lesquels un club ne peut pas se passer. Tu vois? Un Mohamed Salah à Liverpool, je suis désolé, mais je vois mal son entraîneur lui mettre la pression en disant je te mets sur le banc quand tu rentreras parce que tu préfères aller jouer la CAN que jouer les compétitions du championnat. Je pense pas. Donc, évidemment, un joueur qui n'est pas phare dans son club, je comprends qu'il va être réticent à l'encontre de son club et de se poser en frontal en disant non, je vais aller jouer la CAN. Mais si tu es un Mohamed Salah, je suis désolé, mais tu as le pouvoir de dire à ton club, non, je suis désolé, je vais aller jouer à la CAN. C'est mon pays, je dois représenter mon pays. Donc, je vois mal Liverpool lui dire, ben attends, ok, ben tu vas jouer, mais quand tu rentreras, tu seras sur le banc. Je pense pas. Donc, évidemment, je parle des joueurs phares qui doivent petit à petit relever ce défi-là, d'aider le football africain à être mieux reconnu, à être mieux valorisé. Parce que je ne pense pas que les fédérations ont le pouvoir d'imposer quoi que ce soit aux clubs aujourd'hui. Les clubs sont devenus des superbes machines de business qui ont un pouvoir économique tellement important que les clubs, quelque part, sauf dans le cadre de la Super League, parce que ces clubs-là sont venus avec une vision très manichéenne et très, très, très capitaliste du football, et ils ont reçu un backlash, un retour de flamme de l'ensemble de l'écosystème footballistique mondial, des amoureux de football, les gens qui aiment le football et qui ne veulent pas que le football devienne un business. Mais tu sais que c'est un premier coup, ils vont revenir encore à la charge. Mais le mouvement est lancé. Les clubs sont les puissances économiques qui vont définir derrière les politiques et les calendriers du football mondial. Mais ces clubs-là dépendent fortement des grands joueurs. Un grand joueur qui est indispensable à son club, s'il est africain, il doit être capable de devenir l'avocat du football africain. Il doit être capable de montrer au club que
son identité africaine est aussi importante que le fait qu'il soit payé. Ok. Donc, ce qu'a fait Samuel Eto'o est très bien, mais je pense qu'il y a d'autres Samuel Eto'o aujourd'hui qui doivent être capables de se lever et de dire non, je vais aller jouer ma compétition africaine, que tu sois d'accord ou pas, je vais aller jouer. Maintenant, tu peux mettre sur la liste des transferts si tu veux. Je ne manquerai pas de trouver des propositions, mais il faut que tous les clubs aujourd'hui qui prennent des stars africains dans leur équipe soient capables, soient anticipent, sachent d'avance que ce jour-là va aller jouer la CAN en janvier, que ce ne soit pas un débat systématique. Oui, tout à l'heure, justement, j'en parlais. J'évoquais le cas de Gianni Infantino, sans te couper, il a fait une sortie pour dire qu'aujourd'hui, la CAN pose un problème au niveau du calendrier. Il faudrait que la compétition puisse être harmonisée avec les autres compétitions pour qu'il y ait un tout petit peu le juste milieu. C'est de ça qu'il est question. Tout à l'heure, en début, je disais, moi, je comprends d'une part ces clubs-là, de l'autre côté, même si, voilà, en tant qu'Africain, je voudrais bien savoir comprendre pourquoi est-ce qu'on refuserait à un joueur de venir jouer une compétition phare comme la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un peu comme si on refusait à un Benzema d'aller jouer, on va dire quoi, l'Euro ou alors, voilà, le championnat des nations. Parce que, voilà, moi, je pense que, donc, ça revient peut-être on revient peut-être au point de départ où on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, d'un problème de calendrier, qu'il faudrait peut-être harmoniser les compétitions pour que chacun se sente à l'aise. Si les compétitions sont harmonisées, le joueur africain viendrait jouer sa compétition, que son club ne lui opposerait pas une fin de non-recevoir. Moi, je pense qu'à ce niveau, il va falloir... Oui, bah, ok, il va falloir harmoniser les compétitions, je suis d'accord avec toi, Michel, mais quand on regarde la zone dans laquelle on peut avoir une compétition qui ne va pas à l'encontre des championnats des grandes puissances aujourd'hui du football, qui sont des grands clubs européens, c'est forcément après leur championnat. D'accord. Donc après leur championnat, c'est-à-dire quoi? Fin mai. Donc c'est entre fin mai, voire pour certains fin juin, jusqu'à quoi? Jusqu'à juillet, fin juillet, parce qu'après leur championnat reprennent. Donc c'est-à-dire que comment inscrire la CAN dans ce scope-là qui est très limité d'un mois et demi, même pas, et dans lequel tu peux aussi avoir, selon les années, l'Euro, voire la Coupe du Monde. Donc, c'est très compliqué d'harmoniser ces championnats-là. Et je suis pratiquement certain que la CAN sera toujours la compétition perdante quand il faudra choisir les dates. Donc, c'est un vrai sujet, on est d'accord. C'est un vrai sujet d'harmoniser le calendrier pour éviter à chaque fois d'avoir à en discuter. Mais il faut aussi que la CAN trouve sa place en tant qu'une compétition continentale, la compétition africaine de référence qui doit être reconnue par l'ensemble des instances et auquel la FIFA doit donner sa force. Parce que, en conclusion, les grands championnats aujourd'hui européens sont tirés par le haut, et quand on regarde ceux qui leur tirent par le haut, ce sont les footballeurs africains qui aujourd'hui représentent quelque part le rêve qui font rêver les spectateurs aujourd'hui dans les terrains, sur les stades. Et ces joueurs africains, qui sont des acteurs phares et qui sont quelque part les ambassadeurs du football africain, doivent en Tout retour à fait. comprendre que c'est d'une importance capitale qu'ils ne soient pas juste ambassadeurs sur le terrain, mais qu'ils soient aussi ambassadeurs dans leur posture, dans leur capacité à représenter le football africain quand il faut tenir ferme contre la machine business du football européen, de faire comprendre que la CAN est aussi pour eux une compétition importante, aussi importante que leur championnat. Voilà. Donc, on termine sur ce sujet-là qui va continuer à alimenter les débats, hein, Michel. On est d'accord. Ça, c'est clair. On est d'accord. On va voir, Ça, c'est clair. on va voir ce qui est dans les prochains jours comment la FIFA va se positionner. Mais en tout cas, on sait aujourd'hui que la CAF, le président de la CAF a été très clair là-dessus. La CAN va avoir lieu. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Maintenant, de savoir si envoyer leurs joueurs 7 jours avant le début de la compétition est une chose raisonnable. Est-ce que ces joueurs-là seront prêts? Est-ce que c'est leur rendre service d'envoyer un joueur 7 jours avant le début de la compétition, le temps de s'acclimater, même pour les entraîneurs? Est-ce que c'est pas une façon de fausser aussi quelque part la CAN en envoyant les joueurs qui ne sont pas préparés ou qui viennent tardivement pendant la compétition? Donc, ça, c'est aussi un élément. Envoyer un joueur 7 jours avant le début d'une compétition, est-ce que c'est rendre service à la sélection nationale de ce joueur? Donc,
pour moi, c'est aussi une façon de fausser la CAN en envoyant des joueurs si tardivement. Voilà. Bon, On peut le dire. Le débat est ouvert. Hein. On verra les prochains jours qui arrivent comment l'ensemble des clubs et des pays vont réagir par rapport à l'arrivée tardive de leurs joueurs phares. Parce qu'on parle en général des joueurs phares qui jouent dans les championnats européens, donc ils sont des joueurs phares des sélections nationales. Ok. Voilà Michel, donc merci pour cet épisode de l'Actu CAF. Je t'en prie, Roger. Et merci d'avoir alimenté le débat. On n'a pas pu avoir nos deux autres confrères qui n'ont pas pu se connecter, mais on ne manquera pas de les inviter à la prochaine session sur un autre sujet d'actualité qui j'espère, sera différent du Covid. Parce que le Covid est un acteur qui occupe beaucoup les médias aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on parle un peu plus d'autres sujets, comme notamment les équipes qui sont susceptibles de gagner cette compétition. Donc, les prétendants à la victoire finale. Donc, notamment qu'on pourra aborder. Merci Michel. D'accord. Je t'en prie Roger. À bientôt.